Julie est membre du comité éditorial de Démocratie et je vous laisse aussi aller sur le site de la revue pour lire après ou avant, vous les avez peut-être lus, les articles de ce dossier. Voilà, à toi la parole, Julie. Je me joins au remerciement de Sylvie pour votre présence ce soir et tout de suite je vais vous dire comment on va vivre ce petit moment de début de soirée ensemble. Il s'agit donc d'accueillir et de discuter avec Nicolas Rio, qui est consultant en stratégie territoriale, cofondateur de Partie Prenante et co-auteur avec Manon Loisel du fameux livre Pour en finir avec la participation. Je me trompe sûrement, Nicolas, parce que je sais plus s'il y avait le point d'interrogation, c'était dans l'article ou dans le titre du livre. C'est Je me trompe pour à en chaque fois. finir avec la démocratie participative, sans Voilà, point d'interrogation, sans sans ponctuation du point tout. d'interrogation. C'est une affirmation cette fois, après moult réflexions. Merci Nicolas. On a avec nous aussi Marie-Christine Jaillet. Vous êtes directrice de recherche au CNRS et présidente du conseil développement pardon, de la métropole de Toulouse. Je vous vois pas à l'écran, mais je vous laisse peut-être faire un signe pour que ceux qui vous Et je regardent suis. puissent. Oui, oui, vous y êtes, mais vous n'êtes pas sur le mien, pardon. Ah, d'accord. Voilà, comme ça, bah, c'est parfait. C'est exactement l'effet que je voulais produire, qu'on puisse voir où vous étiez si jamais on vous a en mosaïque. Et Sabine Girard, vous êtes agronome, docteur en géographie à l'INRAE et ancienne élue de Saillant. Donc la proposition, ça a été de vous mobiliser dans le prolongement des articles auxquels vous avez contribué pour ce dossier de la revue Démocratie. Autour de cette question, les communes sauveront-elles la démocratie? C'est à la fois le titre du dossier de la revue et le titre qu'on a souhaité donner à la visio de ce soir, qui permet à la fois de lancer la revue, de lancer des réflexions, pile à quelques jours des élections municipales. Enfin, du premier tour en tout cas. Euh, Ce soir, en fait, en lisant, moi, les articles de Marie-Christine, Nicolas et Sabine que je vous invite à lire, mais aussi les autres, il m'est apparu de manière finalement assez classique, trois axes transversaux de discussion possibles entre eux. La question des lieux de la démocratie dans une acception assez large, la question des temps et la question du politique. Ça fait bien sûr écho à d'autres publications qui sont sorties ces derniers temps et qui invitent à repolitiser la démocratie. Moi, évidemment, je parle de Guillaume Gourgue et Alice Mazot dans un article pour AOC. Mais en fait, c'est déjà présent avant cette question du politique, et pareil que le temps et les lieux, ou les lieux et les temps. On verra que c'est dans une acception assez large qu'on l'abordera ce soir et qu'éventuellement on prolongera les échanges ensemble. Ce que je vous propose sans plus attendre, c'est qu'on aborde ce premier axe de discussion entre Nicolas, Sabine et Marie-Christine, ce premier axe des lieux, avec vous, Marie-Christine, sur la question, évidemment, comme présidente pardon, d'un conseil de développement, sur cette question de l'échelle intercommunale. On va dès le départ euh, contourner en fait tout de suite la commune pour aller à cet échelon, l'échelon intercommunal, qui interroge très largement du point de vue de la démocratie. Je vous laisse la parole. Oui, merci. Oui, elle interroge pour le moins. D'abord parce que, enfin, sans nier les enjeux de la démocratie à l'échelle communale, force est de constater qu'aujourd'hui, un certain nombre de compétences, alors qu'il s'agisse des agglomérations urbaines ou qu'il s'agisse des communautés de communes, donc de l'espace voilà, périurbain, rural, etc., un certain nombre de compétences sont montées à l'échelle intercommunale et que, au fond, l'aménagement, l'organisation du cadre de vie, des mobilités, les politiques d'équipement, un certain nombre de choix sont faits à cette échelle-là. Et force est de constater que c'est un peu l'échelle dont on ne parle pas. D'abord, bon, constatons que, j'allais dire, hormis à Lyon, situation tout à fait exceptionnelle, puisque en fait c'est la seule intercommunalité qui est une collectivité locale et où le président ou la présidente de la métropole et les élus métropolitains seront élus au suffrage universel direct, donc sur un projet. Partout ailleurs, ça n'est pas le cas. Et quand on regarde ce qui se passe actuellement dans la campagne, bon, c'est logique, les débats portent plutôt sur des enjeux communaux, municipaux. Très, très rarement, la dimension intercommunale
être évoquée. Alors, petite amélioration par rapport aux élections précédentes, il y a effectivement un certain nombre de situations en nombre limité où la question intercommunale est quand même posée dans le cadre des élections municipales. Mais globalement, quand même, elle ne l'est pas. Or, bon, il y a pour moi un espèce d'immense paradoxe ou de contradiction d'un échelon qui est considéré comme, que les citoyens considèrent comme éloigné d'eux, mais qui organise quand même une partie de leurs conditions de vie et sur lequel, ils ne se prononcent à aucun moment sur un choix possible de projet à l'échelon intercommunal. Et j'allais dire par la suite, c'est un échelon qui est rarement structuré à l'échelle citoyenne, sinon par les conseils de développement, on pourra y revenir. Mais tant que j'ai la parole pour un temps bref, je voudrais aussi alerter sur une autre échelle, alors encore plus ignorée, mais à l'heure des transitions, il y a un certain nombre d'enjeux qui se posent à des échelles qui sont celles de grands territoires, bassins versants quand on est sur les questions de l'eau, quand on est sur les questions d'énergie. Grands territoires également, où on voit là des collectivités, des maires bon, s'organiser, explorer des scènes de transactions, des scènes de débat, par contre, moi, je constate qu'il y a une absence là de toute représentation citoyenne, de toute représentation citoyenne. Alors, ça ne veut pas dire que les citoyens sont absents de ces enjeux-là, ils peuvent l'être parce que des collectifs se montent sur des enjeux ponctuels, mais il me semble que à l'heure où la transition, les transitions, et en particulier la transition socio-écologique, appellent à des enjeux qui dépassent au fond les cadres administratifs, alors communaux, départementaux, mais aussi intercommunaux, cette question de la manière dont les citoyens peuvent intervenir, s'emparer de ces échelles qu'on voit, enfin échelles interterritoriales, ou souvent formulées comme telles par la recherche, je pense que c'est une question tout aussi importante que celle de l'intercommunalité. Merci beaucoup. Et du coup, je te donne la parole, je vous donne, j'ai décidé de vous voyer ce soir, pardon, donc je vous donne la parole, Nicolas. Parce que si l'échelon intercommunal est vraiment l'échelon dont il y a une notoriété publique, il y a un déficit de démocratie, est-ce à dire que la commune, dans ce cas-là, est celle qui sauve déjà la démocratie en local? Merci Julie, merci de l'ICPC pour l'invitation. Je suis ravi d'être là pour parler donc, au nom aussi de Manon Loisel qui a donc signé l'interview dans Démocratie. Oui, nous, ce qu'on constate, c'est quand même une forme de paradoxe de présenter le local en général et les communes en particulier comme une sorte de remède miracle à la démocratie, alors que quand on zoome un peu sur leur fonctionnement interne, on se rend compte qu'on y retrouve, parfois même en accentué, de nombreux dysfonctionnements qu'on observe au niveau national ou européen, que ce soit sur la présidentialisation du pouvoir, sur la place et le poids des contre-pouvoirs ou de la contre-expertise, ou sur le rapport à l'administration. Et c'est vrai que c'est ce qui nous conduit, nous, avec Manon, à plaider pour une forme de réorientation de l'ingénierie démocratique. Tu as, as évoqué, j'ai dit, notre livre pour en finir avec la démocratie participative. Il ne s'agit pas de tout mettre à la poubelle, mais de dire on s'est beaucoup focalisé sur la participation citoyenne, sur ce qu'on pourrait appeler un peu le front office de l'action publique, là où la collectivité est en contact direct avec les citoyens. Et nous, on a le sentiment que les marges de manœuvre en matière de démocratisation de l'action publique, elles sont surtout sur le back-office. Et que c'est ça qu'il faut aller travailler, c'est ça qu'il faut aller transformer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein d'évolutions en la matière, notamment à l'échelle communale. Hein. C'est tout le travail qu'ont engagé durant ce mandat les différentes listes
participatives et citoyennes et leur mise en réseau à travers actions communes, fréquences communes que vous connaissez sans doute, qui sont allés réinterroger le fonctionnement d'un exécutif municipal pour se demander comment on peut mettre plus de collégialité au sein de l'équipe, comment on imagine d'autres façons de ce que les maires appellent tenir leur majorité, qui est une obsession légitime, mais il y a un enjeu à montrer qu'il y a plein de façons différentes de tenir la majorité, et que celle qui consiste à les menacer, de les retirer de leur retirer leur délégation ou de les retirer de la liste la fois d'après, n'est pas forcément ni la plus démocratique, ni même la plus performante en termes d'action publique. Puis si on s'intéresse à ce point, à cette question du back-office de la fabrique de l'action publique, c'est qu'elle vient questionner un peu le partage des rôles entre ce qui relève des élus et ce qui relève des agents. Et ça, c'est vrai au niveau communal, mais c'est encore plus vrai au niveau de l'intercommunalité. Et là, il y a un vrai sujet à travailler de comment on clarifie le partage des rôles pour s'assurer que chacun est à sa juste place dans un objectif d'être à la fois plus compréhensif envers la fonction d'élu local, qu'on a souvent tendance à présenter comme des super-héros, alors qu'ils n'ont pas de super-pouvoir, quoi, et qui a tendance à décevoir les citoyens et à épuiser les élus locaux. Donc il y a un enjeu à être à la fois plus compréhensif, mais aussi plus exigeant envers cette fonction d'élu local et ceux qui en ont la charge. Voilà, en travaillant voilà, quelques boîtes noires qu'on retrouve dans le fonctionnement des collectivités. Nous, on a lancé par exemple une expérimentation sur les comités de pilotage en faisant le constat que finalement les copiles dont vous êtes peut-être familier parce qu'ils peuplent le quotidien des praticiens de l'action publique locale, qu'ils soient côté politique ou côté technique, bah, on s'est aperçu qu'un objet comme celui-là, malgré le fait qu'il soit omniprésent, il est rarement re-questionné. Il est un peu vécu comme un passage imposé, il est d'ailleurs souvent mal vécu par, je me souviens du témoignage de la première adjointe de Villeurbanne qui nous disait, moi je déteste les copiles, et qui nous racontait à quel point ça la mettait un peu en souffrance, mais on a eu aussi des échos de techniciens et même les consultants que nous sommes, on en voit aussi les limites, et donc il y a un enjeu à voilà, se réapproprier cet objet-là pour le rendre plus démocratique, en se disant que la solution ne serait pas forcément de supprimer les comités de pilotage, parce que c'est finalement un des seuls espaces d'interface collectif qu'il y a entre les élus et les agents, mais un enjeu de clarifier leur partage des rôles en se disant c'est en fait un espace de coproduction, parfois de confrontation entre une expertise technique et une expertise politique, sauf que autant on sait à peu près à quoi ressemble une expertise technique, on peut venir la challenger sur est-ce que on a le droit de faire ça, est-ce qu'on va réussir à le financer, autant l'expertise politique, c'est encore un peu impalpable, et il y a un enjeu à clarifier ce qu'on entend par expertise politique dans la fabrique de l'action publique. Merci beaucoup. Vous voyez que là, déjà, en deux interventions, on balaye des échelles très très différentes. On est passé des très grands territoires et on est carrément descendu à l'échelle de la gouvernance dans des équipes qui peuvent parfois être petites parce que les listes citoyennes et participatives ont parfois gagné dans des petits territoires. Euh, du coup, très naturellement, parce que se déroulait extrêmement bien fait, pardon, Sabine. Du coup, je me tourne vers vous, étant donné que vous avez été élu à Saillant, qui a fait partie, enfin, qui a été cette expérience très diffusée, en réalité, de tentative de faire autrement de la démocratie en local. Je mets pas de qualificatif exprès, parce que je pense qu'elle a été beaucoup, beaucoup commentée, cette expérience, et peut-être qu'avec le recul maintenant, on peut en dire quelques mots, en particulier sur la question voilà, des échelles, mais aussi sur la question des lieux et peut-être un petit peu plus physique. En plus, on profite du fait que vous êtes géographe pour s'intéresser presque à la matérialité des lieux, sur qu'est-ce qui nous permet à l'échelle communale de sauver ou pas la démocratie.
Pardon, je vais mettre mon micro, ça marchera mieux. Oui, effectivement, je suis géographe et je voulais revenir sur la matérialité physique des lieux. Peut-être avant, effectivement, une précision, parce que l'expérience de Saillant a été beaucoup commentée, très peu étudiée. Donc les gens en ont fait ce qu'ils avaient envie d'en entendre ou d'en faire. Je veux revenir là-dessus, et notamment pour dire qu'effectivement, avec le recul, je ne pense pas qu'on puisse qualifier l'expérience de Saillant d'une expérience de démocratie participative, au sens où on l'entend en France, comme quelque chose qui est une offre de participation de la part d'institutions. Pour deux raisons très simples et que je vais illustrer avec deux dispositifs. La première, c'est la question du partage effectif de pouvoir. C'est-à-dire qu'on n'a pas créé des instances qui étaient en amont ou à côté de la décision, mais des instances de décision dans lesquelles il y avait des habitants. Notamment, par exemple, pour l'élaboration d'un nouveau plan local d'urbanisme, c'est-à-dire pour l'édiction de la règle locale. En fait, ça a été fait par un groupe mixte composé d'élus et d'habitants tirés au sort, dans un rapport de 3 à 1. Donc 3 fois plus d'habitants tirés au sort que d'élus. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que c'est pas non plus une expérience de participation de type institué, parce que les citoyens restent à tout moment maîtres de leur intention et maîtres de la méthode. C'est-à-dire que c'est eux qui décident des sujets et sur quoi et comment ils veulent participer. Ça s'est fait. Donc on est vraiment plus dans une logique en fait d'autogestion, où la municipalité va se donner le rôle d'accompagner ces formes d'autogestion, d'accompagner ces initiatives citoyennes, plutôt que les provoquer. C'est ce qu'on a appelé, conceptualisé après comme une démocratie du faire, F-A-I-R-E, peut-être mal nommé, mais en tout cas c'est comme ça que pour le moment on l'a fait. Et c'est peut-être surtout de ça que je voudrais parler. Si on revient à la question des lieux physiques, je pense qu'il y a plusieurs choses importantes. La première chose qu'on a faite quand on a été élu, c'est d'ouvrir la mairie. C'est d'ouvrir les portes de la mairie, de permettre aux habitants de rentrer dans ce bâtiment, qui en plus est classé et dans lequel ils étaient finalement assez rarement rentrés, où ils n'avaient pas dépassé le premier bureau, qui est le bureau d'accueil, pour faire leurs papiers, et donc leur permettre de gravir l'escalier, de rentrer dans la salle du conseil municipal, qui est une salle classée, etc. C'est un geste symbolique très fort, mais ça a signé aussi le fait que la mairie était ouverte en permanence, avec des élus qui travaillent dedans et qui peuvent à tout moment travailler avec des citoyens qui viennent voir. Et on a fait un autre geste symbolique très fort, qui était bien sûr, il y a une obligation de tenir des conseils municipaux. Donc, on a tenu des conseils municipaux dans la salle du conseil municipal. Ça aussi, c'est réglementaire. Sauf que cette salle du conseil municipal classée est très belle. Mais en fait, elle est séparée en deux, sur des petits bancs, le public, puis une barrière, puis une estrade, puis des élus sur des chaises, et un maire sur une chaise, un fauteuil encore plus grand. Voilà. C'est quand même vraiment la question de la représentation est très marquée, avec la distinction entre les représentants et les représentés. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tenu plutôt quelque chose qu'on a appelé comité de pilotage. Donc c'est rigolo que le vocabulaire, bon, peut-être aussi très mal nommé. C'est comme ça qu'on l'a appelé, mais en fait, c'était des réunions de travail des élus toutes les semaines, toutes les 2 semaines, ouvertes au public, pour que le public voit où, comment se fait la discussion. Elles non seulement étaient ouvertes au public, mais elles étaient ouvertes à la participation du public. Le public pouvait intervenir. Et dans une salle, qui était une salle en cercle, enfin dans laquelle on pouvait se mettre autour d'une table de façon, voilà, avec une symbolique moins grande. Et l'autre chose que je voulais dire sur la question des lieux, c'est que ces fameux, donc en gros, on fonctionnait, ce que je vous ai dit sur la question des citoyens qui restaient maîtres et qui décidaient sur quoi et comment ils voulaient participer. Ça s'est notamment traduit par un dispositif, à mon avis aussi mal nommé, mais qu'à l'époque on avait appelé groupe action projet, dans l'idée qu'un petit groupe qui s'auto-détermine autour d'un sujet qui l'intéresse, parce qu'ils ont un sujet qui l'intéresse. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire de la matière organique, nous qui habitons au centre-ville dans des appartements, on trouve ça idiot de jeter notre matière organique dans nos poubelles. Est-ce qu'on pourrait pas penser à quelque chose qui pourrait ressembler, je sais pas, à du compost collectif, et puis peut-être qu'après on pourrait l'utiliser dans nos jardinières, etc. La mairie a facilité la rencontre de ce groupe qui s'est constitué et qui finalement a travaillé sur la question pour aboutir à ce qui s'est appelé un groupe action projet compostage collectif, et qui a réfléchi à comment on pourrait faire, comment ça fonctionne un compost, qui s'est d'abord formé, qui ensuite a trouvé un lieu, on se dit, bon, dans le jardin public c'est bien placé, donc il nous faudrait des bacs à compost, comment on va les faire, etc. Bref. Et donc qui a transformé quelque chose dans la commune en un commun. Et ça, c'est en termes de lieux ou de choses, c'est important. Et en fait, on a un certain nombre d'espaces publics qui ont été reconquis comme des communs aussi dans la commune de Saillant. Salle municipale, la nuit, tiens, c'est pas un lieu, mais c'est quelque chose. Et notamment un autre exemple assez typique, c'est un ancien local désaffecté, qui était une ancienne station-service, qui a été converti en abri du besoin, selon le terme, par des habitants, pour faire un abri, en fait, pour faire un espace de gratuité dans le village. De dons, notamment de vêtements et d'ouvrages. Autre exemple, il a été entièrement rénové par des habitants, de façon bricolée, et accompagné par la mairie, qui au final a bien dû l'assurer, parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait un nouveau espace communal qu'elle n'avait pas prévu.
Et pour finir très rapidement, juste pour dire que revenir en question de géographe, que dans ces expériences, en fait, il y a deux choses enfin, donc, c'est des lieux d'expérience sensibles et concrètes, et il y a deux conditions spatiales. C'est le fait vraiment d'être situé à un endroit et d'occuper une place, de développer des attachements à un lieu qui provoque et permet cette expérience. Et la deuxième, c'est des expériences qui permettent de se relier à son milieu de vie, donc d'éprouver réellement ses interdépendances aux autres et à l'environnement. Voilà, je peux m'arrêter là. Merci beaucoup, Sabine. Ce que je voulais vous proposer, c'est qu'après chaque axe, il y a des questions de clarification dans le chat ou même un peu rapide, hein, parce qu'on prendra bien le temps de bien 20 minutes de débattre où je vais essayer de prendre les questions 3 par 3 à la fin vraiment des 3 axes pour qu'on puisse échanger de manière plus approfondie et puis même peut-être en dépassant les interventions qui sont faites ce soir. Mais en tout cas, là, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne 5 minutes vraiment pour clarifier les propos de Marie-Christine, Nicolas et Sabine, si jamais il y en avait besoin. On se garde peut-être le débat pour la fin, histoire d'avoir vraiment l'ensemble du paysage qu'on voulait vous proposer ce soir. Voilà, si jamais. Sinon, on peut passer à l'axe sur le temps, mais je vais laisser un petit silence le temps de faire émerger les questions s'il y en avait. Alors concrètement, je ne fais... Bon, soit vous utilisez la petite réaction là pour lever la main, soit je vous ai mis en mosaïque, mais je ne vous vois pas tous si vous agitez la main à l'écran. Sinon, sentez-vous libre, on n'est que 40, de prendre la parole. Non, très clair? Bah, incroyable. Ah, Nicolas. Bah, Nicolas, tu veux te clarifier toi-même? Non, non, c'était plus Vas-y. une question rebond pour Sabine et l'expérience de Saillant sur le côté mairie ouverte. On ouvre un peu porte et fenêtre pour que ça se fasse sous le regard des citoyens. Est-ce que parfois vous avez pu observer que ça venait un peu euh, en ouvrant la scène, reconstituer d'autres coulisses dans d'autres espaces. C'est un peu nous ce qu'on nous raconte sur les conseils municipaux. Au départ, avant d'avoir voulu travailler sur les copiles, on voulait travailler sur le conseil municipal en disant c'est un bel objet de transformation. Et tout le monde nous a dit, mais il n'y a pas grand-chose à faire parce qu'il est tellement mis en scène, enfin, que la présence du public et potentiellement des médias l'enferme dans une sorte de mise en scène dans laquelle tout le monde se retrouve un peu piégé. Et c'est ce qui explique qu'il y a plein d'autres espaces de back-office qui se reconstituent à d'autres endroits. Oui, mais c'est exactement. Un conseil municipal, en fait, c'est extrêmement réglementé. Dans la manière dont il doit se dérouler, il faut que l'ordre du jour soit avant, les questions diverses sont qu'à la fin, les questions du public sont qu'à la fin, etc. Et au-delà de cet aspect très réglementé, c'est aussi un espace de représentation, c'est aussi un espace réellement de représentation, mais au sens théâtral. Et d'une certaine manière, c'est peut-être nécessaire. C'est un endroit où on exacerbe en fait les positions. C'est le moment où l'opposition, par exemple, justement, peut faire manifester éventuellement à grand bruit son opposition, etc. Mais ça permet pas vraiment une gestion au quotidien et ça permet pas non plus complètement l'exercice d'essayer de trouver des consensus ou de compromis. Donc tout le monde sait bien que n'importe quel conseil municipal est toujours précédé la veille ou la semaine d'avant de ce qu'on appelle un conseil informel. Parfois restreint seulement aux adjoints, qu'on considère comme plus décidants que les autres, parfois ouvert à l'ensemble des élus, et en tout cas souvent à l'opposition, pas qu'à la majorité. Donc il y a toujours eu quelque chose d'informel. Ce que nous, on a voulu faire dans un premier temps, c'était rendre transparent ces conseils informels dans lesquels travaillent réellement les dossiers et dans lesquels on ne va être réellement pas dans un exercice seulement de représentation ou d'affrontement de points de vue, mais de délibération au sens où on essaie de confronter des points de vue dans l'idée qu'à la fin, on va tous changer de point de vue. Sinon, on n'est pas dans une délibération. Sinon, on est juste si on est juste là pour conforter chacun ses croyances, ça ne fonctionne pas. Et donc, on a voulu rendre transparent cet espace, mais aussi pour faire comprendre une responsable, enfin qu'être élu, c'est faire des choix qui sont difficiles dans des contextes contraints, parfois avec une certaine urgence qui n'est pas toujours compatible avec l'ensemble de la réflexion qu'on voudrait avoir menée avant. Et donc, voilà, parler aussi avec transparence aux habitants de finalement pourquoi et comment se font les choix
à des moments, et que souvent, les choix qui sont faits, eh ben, ils n'effacent pas pour autant les contradictions de point de vue qu'il y avait, sauf qu'à un moment, pour pouvoir agir, on s'est entendu momentanément sur un, voilà, un certain point de vue, souvent majoritaire ou par d'autres systèmes de choix, qui pourra être mis sur la table plus tard. Enfin voilà. Donc on voulait vraiment rendre transparent ce que c'est en réalité que tout le processus de décision. Et pour répondre, pour aller jusqu'au bout de la question, au départ, on pensait qu'on allait faire comme ça, tout en transparence. En fait, de fait, dans une commune, et surtout bon, je pense à toute taille de commune, en fait, on traite d'un certain nombre de sujets qui ont lié à des intérêts particuliers, voire à des questions personnelles, très vite des questions de personnes, avec voilà, des situations parfois difficiles. Et d'autre part, on fait aussi toute la gestion des ressources humaines d'une commune. Ça, c'est des sujets qu'on peut pas mettre sur la table en toute transparence. Donc ça, c'est des sujets qui ont obligé à refaire ce que nous, on avait appelé du coup des comités de pilotage informels pour traiter seulement entre élus ces aspects-là, sauf qu'on les rendait transparents. On expliquait aux habitants qu'une semaine sur 3, c'était un conseil qui servait à cela. Ok. Merci beaucoup. Comme il n'y a pas tellement plus de questions dans le chat, merci Nicolas d'avoir déjà proposé un prolongement. Je vous propose qu'on aborde l'axe sur le temps parce que dans le propos de Sabine, on entend déjà aussi le nombre d'occurrences de réunions. On imagine le temps que ça a pu prendre et du coup, c'est une manière d'aborder l'axe sur le temps. Mais en réalité, il y a bien des exceptions de la notion de temps en matière de démocratie à l'échelle communale. Et je voulais proposer de nouveau qu'on commence avec vous, Marie-Christine, sur voilà, la manière, dans la discussion qu'on a eue, dans la préparation, vous avez eu de répondre à ma proposition de parler du temps de cet axe-là. En particulier à l'échelle d'un conseil de développement et d'un mandat intercommunal, tout aussi peu démocratique soit-il, parfois, vu les compétences des intercommunalités, les choses se chevauchent un peu et ça permet éventuellement de travailler de manière démocratique, vous allez nous le dire. Oui, néanmoins, avant, je voudrais quand même revenir sur la question des échelles, parce que je comprends bien en quoi, effectivement, un certain nombre d'explorations, d'expérimentations qui sont menées au niveau communal participent effectivement à refonder l'exercice démocratique. Je pense que dans la société dans laquelle on vit, et y compris quand on regarde les attachements de chacun d'entre nous, effectivement, il y a une forme d'ancrage dans un lieu qui est bon, le quartier, la commune, mais en même temps, on habite plein d'autres échelles, dont alors l'échelle intercommunale pas au sens institutionnel du terme, mais à l'échelle bon, du bassin de vie, du bassin d'emploi. Et puis, je n'y reviens pas, mais sur un certain nombre d'enjeux aujourd'hui, voilà, des échelles qui sont celles des grands territoires. Et là, il y a un déficit quand même démocratique qui interroge. Et moi, je souhaiterais vraiment que ces échelles-là, elles soient saisies, fortement saisies. Alors, il existe alors, les mal nommés conseils de développement, enfin, moi je préfère le terme d'assemblée citoyenne parce que conseil de développement, le terme développement est généralement entendu de manière assez restrictive, alors qu'en fait, bon, une assemblée citoyenne à l'échelle intercommunale, elle se saisit de beaucoup de questions qui n'ont rien à voir avec la seule question du développement économique. Donc, il faudrait dire développement effectivement au sens large. Et à cette échelle-là, la question de la temporalité, elle est effectivement importante parce qu'on sait bien que la capacité des politiques publiques et de l'action publique à faire évoluer voilà, l'aménagement, l'organisation de l'espace à cette échelle-là, d'organiser des conditions de vie acceptables, confortables pour chacun, de lutter contre voilà, les ségrégations, les inégalités. On est là sur du temps long. Voilà. Et les mandats qui sont les mandats des élus intercommunaux restent effectivement de la durée de leur mandat municipal. Donc l'idée effectivement que ces assemblées citoyennes peuvent, sur un certain nombre d'enjeux, les porter en dehors voilà, de ce rythme de l'action municipale ou intercommunale, me paraît effectivement fondamental, mais ça pose la question de la manière dont sont constituées
aujourd'hui, ces assemblées citoyennes, et là, il y a une diversité de ces assemblées qui, pour un certain nombre d'entre elles, sont quand même adossées au rythme des élections municipales. Donc, comment organiser au fond une forme de présence en continu de ces assemblées citoyennes? Ça suppose qu'elles aient les portes ouvertes en permanence. Ça suppose aussi que il y ait des règles du jeu définies avec l'intercommunalité d'adossement, et donc il y a un principe de confiance aussi. Et là, peut-être qu'on est loin du compte, même si voilà, on avance, et même si la pluralité des expériences de ces assemblées citoyennes ne permettent pas de tenir un espèce de propos général qui vaudrait pour voilà, l'ensemble de ces assemblées citoyennes. Moi, je peux parler de celles que j'anime et dont je suis partie prenante. Et il me semble que son intérêt premier, c'est effectivement à l'échelle de l'intercommunalité. Alors, est-elle pertinente ou pas? On ne va pas rentrer dans ce débat-là, mais moi je dis à l'échelle, au fond, du Grand Toulouse ou de la grande agglomération toulousaine, ce qui appelle des collaborations aussi avec d'autres assemblées citoyennes qui peuvent exister dans des territoires voisins. Comment on peut mobiliser une diversité d'expertises, alors associatives, citoyennes, usagères, universitaires, aussi professionnelles, parce que d'une certaine manière, les codecs recyclent aussi un certain nombre de ces expertises professionnelles. Et il me semble que c'est la pluralité de ces points de vue et la maïeutique aussi de l'élaboration progressive, au fond, d'un point de vue partagé, bon, qui apporte un éclairage sur un certain nombre de questions vives. Il y a deux points que je voudrais souligner dans la suite de ce que Nicolas disait tout à l'heure. Le rapport de ces assemblées citoyennes, il se pose à la fois dans le rapport aux élus, donc dans le rapport au président ou à la présidente de l'intercommunalité et au conseil communautaire, mais il se pose aussi dans le rapport aux techniciens et aux services. Et je vois, moi, que un certain nombre de réticences sont plutôt de ce côté-là, c'est-à-dire au fond de techniciens qui se sentent concurrencés par bon, l'expertise citoyenne qui peut être apportée, tout autant qu'il peut y avoir bon, des réticences du côté des élus. Et le dernier point, c'est souligner que ces assemblées citoyennes, elles n'ont pas le monopole, alors de ce que j'appelle moi plutôt la démocratie contributive plutôt que participative, parce que à l'échelle d'une intercommunalité, bon, d'un territoire quel qu'il soit, pluricommunal, il y a bien sûr des associations, des collectifs. Alors quand on est sur des agglomérations urbaines, on peut dire un grand nombre, capable aussi de se mobiliser sur des enjeux concrets, mais qui sont aussi souvent des enjeux sectoriels ou thématiques. L'intérêt de ces assemblées citoyennes, c'est la capacité à embrasser de manière, j'allais dire, large, l'ensemble des enjeux qui touchent au devenir de ce territoire. Et je pense qu'il y a aussi pour ces assemblées citoyennes à trouver la voie d'une coopération, de collaboration avec voilà, l'ensemble des acteurs de cette démocratie contributive, sans les remplacer, enfin, voilà, sans être non plus en concurrence. Sachant que, je le redis, la spécificité pour moi de ces assemblées citoyennes, c'est de se situer à cette échelle de l'intercommunalité, et puis, je l'ai dit tout à l'heure, de plus en plus à l'échelle de ce que j'appelle moi l'interterritorialité. Voilà, parce que sur les problèmes de l'eau, par exemple,
Ça suppose effectivement que les enjeux de gestion de cette ressource-là, elles puissent se poser en prenant en compte la totalité des usagers concernés de l'amont à l'aval, en fait. Mais bon, il en est de même de bien d'autres enjeux, dont celui de l'énergie ou des mobilités. Ok, merci beaucoup. Du coup, là, dans ce que j'entends, on était sur cette articulation temps et échelle de territoire. Nicolas, dans la proposition qu'on a un peu travaillé sur le rapport au temps, on était plutôt sur la question des temporalités plus courtes, je dirais, ou en tout cas de comment est-ce qu'on investit les différents temps que je qualifierais de politique, pour avancer un petit peu sur l'axe à venir, les différents politiques avant, pendant, après le mandat, etc. Comment est-ce qu'on les investit sans véritablement attendre, par exemple, d'avoir tout de suite le pouvoir ou pour mettre en œuvre concrètement des choses qui vont transformer la qualité démocratique de ce qu'on est en train de proposer, voire du territoire. Oui, et notamment le temps de la campagne électorale. Parce que le point de départ de notre discussion, c'était un peu ce constat paradoxal de dire au moment où on multiplie les dispositifs participatifs, les assemblées citoyennes, on a le sentiment que la campagne, la séquence démocratique que constitue la campagne électorale, elle est réduite un peu à peau de chagrin, quoi. Et se retrouve comme si ce moment de la campagne n'appartenait que aux candidats qui se présentent et aux militants politiques qui vont aller coller des affiches. Qui, dans la plupart des communes, ne représentent que quelques dizaines de personnes, quoi. Les militants affiliés ou non à un parti, c'est extrêmement réduit par rapport à la population générale. Or, une campagne, ça pourrait être tout autre chose. Et si on met l'accent sur le temps de la campagne, je vous expliquerai tout à l'heure le projet dans lequel on s'est lancé avec Manon d'écrire chaque mois depuis un an une lettre aux 500 000 futurs élus municipaux, donc s'adresser aux candidats en les invitant à se projeter sur le mandat. C'est qu'on se dit que c'est un temps démocratique essentiel, et notamment parce qu'on est convaincu qu'on a besoin d'élus. Alors, je sais que là-dessus, on n'est pas tous d'accord, et c'est un peu la controverse qu'on a avec les tenants de la démocratie directe. Nous, on est convaincu que la démocratie représentative peut être un levier pour réduire les inégalités politiques et les inégalités de représentation, notamment par sa capacité à prendre en charge les absents. Là où la démocratie directe, dans certaines situations, y compris dans sa façon d'être transposée dans les dispositifs participatifs, donne une prime au présent, d'une certaine manière se transforme en présentocratie, le pouvoir au présent, et on sait que tout le monde n'a pas la même capacité à être présent, parce que ça demande du temps, des ressources, de la légitimité, de la prise de risque. Donc, on est convaincu qu'on a besoin d'élus, ou plus précisément, on est convaincu qu'on a besoin de représentants. Et c'est là où la campagne devient vraiment important, comme un temps, on pourrait dire, de formation initiale de nos élus sur leur fonction représentative. C'est le moment où les candidats touchent du doigt ce que représenter veut dire et comment ils arrivent à démontrer à leurs concitoyens qu'ils vont être en capacité de les représenter, y compris quand ils ne seront pas là. Et c'est pour ça que moi, par exemple, sur la mise en scène du conseil municipal que décrivait Sabine tout à l'heure, ça ne me choque pas complètement qu'il y ait un public qui regarde et une scène avec les élus, pour bien rappeler à ceux qui sont sur scène qui ne sont pas là en leur nom, mais au nom de l'ensemble de la population qu'ils sont censés représenter. Et donc c'est un temps d'apprentissage de cette fonction représentative qui est indispensable pour les futurs élus, mais qui est aussi indispensable pour tous les praticiens de l'action publique que nous sommes. Et c'est là où il y a un enjeu
y compris de tous les acteurs qui, de près ou de loin, participent à cette ingénierie démocratique, à reclaim la séquence de la campagne électorale, de dire, mais en fait, cette campagne, elle nous appartient aussi. En tout cas, on est dépendant de ce qu'elle va produire, quoi. Et qu'une campagne qui n'a pas lieu, ou une campagne de faible qualité démocratique, c'est-à-dire qui ne permet pas le débat, la confrontation de points de vue, bah derrière, en fait, c'est les agents des collectivités ou le consultant que je suis qui en fait les frais durant toute la mandature, quoi. Donc c'est pour ça, je ne sais pas si je vais dire un mot là-dessus, mais donc, voilà, depuis un an, on essaye d'imaginer un certain nombre d'exercices pratiques à proposer aux candidats, hein. C'est librement accessible. On a créé un Substack lettre aux 500 000 pour le partager et que les candidats ou ceux que ça intéresse puissent s'en saisir, avec à chaque fois donc une proposition d'exercice pratique. Je ne vais pas vous détailler les 10, mais peut-être en vous citer un exemple pour revenir sur cette question des inégalités de représentation que j'évoquais tout à l'heure, parce qu'on sent, et c'est quand même la bonne nouvelle de la campagne 2026, que la question de la parité sociale, la question du déficit de représentativité des élus locaux est une question qui est en train d'émerger. Et je vous encourage notamment à aller voir et soutenir le collectif Démocratiser la politique, qui fait vraiment un super boulot là-dessus pour revendiquer la parité sociale. Et donc, on a fait un petit exercice pour dire aux élus, mais essayons, là où on se rend compte que le local est dans une forme de déni sur les inégalités de représentation, avec cette rengaine qu'on a entendue de nombre d'élus locaux, notamment des élus ruraux, qui disent, mais en fait, chez nous, tout le monde se connaît, n'importe qui peut devenir conseiller municipal. Bah, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas et qu'il y a un gros enjeu, un gros chantier à accomplir pour que ça le soit. Et donc l'exercice qu'on a proposé, c'est de se dire, bah, OK, essayons d'imaginer ensemble à quoi ressemblerait la sociologie de votre conseil municipal si elle était à l'image de la population de la commune. On a créé, grâce au geek de Data for Good, un petit simulateur de conseil municipal qui, en reprenant les données INSEE et juste avec une mini-règle de 3, permettent de savoir à la fois combien il faudrait de conseillers municipaux ouvriers ou employés pour être à l'image de la commune, combien il faudrait de conseillers municipaux sous le seuil de pauvreté pour être à l'image de la commune, ou combien il faudrait de conseillers municipaux locataires. Et j'insiste sur ce dernier point parce que on s'aperçoit que c'est un élément structurel de nos collectivités locales, la sous-représentation, on pourrait presque dire même l'invisibilisation des locataires, ce qui est particulièrement préoccupant quand on sait que le bloc local est en charge des politiques d'habitat et d'urbanisme. Et c'est un maire d'une commune participative, justement, d'une commune périurbaine, qui nous disait, mais on s'est rendu compte au moment de voter notre PLUI, notre plan local d'urbanisme, qu'autour de la table, tous les élus du conseil municipal étaient tous propriétaires et habitaient tous dans un pavillon, dans une commune où la proportion de locataires est à peu près d'un tiers et de logements collectifs, je crois, pareil, autour de 30 ou 40%. Et donc, voilà, il y a un enjeu à améliorer au moment de la composition des listes la représentativité sociologique de nos représentants, aussi pour rétablir une forme de confiance entre représentants et représentés. Mais même une fois que les listes sont constituées, que l'élection a eu lieu et que le conseil municipal est composé de manière un peu figée pour les 6 prochaines années, il y a un enjeu à rester conscient du poids de ces inégalités de représentation pour inviter nos représentants à être doublement attentifs à celles et ceux qui ne sont pas présents dans le conseil municipal alors qu'ils devraient l'être. Merci. Bon, vous voyez, on fait des petits détours quand même, hein. Je propose l'axe du temps et on parle de représentativité, on parle d'outils, on parle de tout un tas de choses qui nous permettent quand même de nous raccrocher à cette question des temporalités, du temps, du rythme, enfin tout ce qui est le rapport
à cette chose qui passe et dont on ne peut pas disposer tout le temps, notre temps. Sabine, vous aviez une approche, quand on a eu cette discussion, vous aviez une approche qui nous permettait de renverser, j'utilise le mot parce que vous l'avez utilisé, mais de renverser en fait le rapport qu'on a au temps. Je vais vous laisser en parler et éventuellement juste vous inviter à, si vous avez une petite illustration, parce qu'on est déjà à la moitié de la visio et je pense que si on peut donner un peu d'exemples et d'illustrations, ça va nous soutenir pour la fin de la visio. Merci. Et déjà, je voulais juste revenir sur la question du conseil municipal, l'espace de représentation. Je pense effectivement que c'est une très bonne chose de montrer la contradiction. C'est la première de montrer le débat contradictoire et que des points de vue soient opposés. C'est la première pierre pour que les gens puissent participer. Par contre, un conseil municipal ne permet pas de participer. C'est pour ça qu'il faut le compléter. Enfin, en tout cas, c'était l'approche qu'on avait. Et l'autre chose que je voulais dire sur la question de la campagne, enfin, je pense que c'est effectivement un truc très important. Et en 2014, la liste qui a été élue sur un programme qui avait été construit par des ateliers de concertation, de participation avec les habitants. Et donc, finalement, plus de 200 personnes avaient déjà non seulement élaboré le programme, mais en plus compris la méthode, comment ça pouvait fonctionner. Et donc, je pense qu'effectivement, c'est un énorme facteur d'engagement. Et ce qui fait que aujourd'hui, en 2026, une des listes se présente avec le slogan la mairie n'est pas qu'une affaire d'élus. Et notamment en termes de parité sociale, c'est intéressant parce que cette troisième liste en fait émerge en opposition finalement à deux autres listes parce qu'il n'y a pas assez de locataires et parce qu'il n'y a pas assez de jeunes femmes. Et elle met sur la table la question du logement, de l'accès au logement et pas seulement l'amélioration du cadre de vie, et la question de la place de la parentalité dans la vie d'une commune, ce que mettent pas les autres sur la table. Donc effectivement, je pense qu'elle est hyper importante. Alors oui, sur cette question du temps, je voulais commencer par dire qu'en fait, on nous a toujours reproché à Saillant, vous n'avez pas de projet politique, vous n'avez pas de stratégie politique. Et en fait, ça s'est manifesté dès le début, notamment parce qu'on a été au départ un peu évincé de l'intercommunalité, et c'était très clairement parce qu'en fait, on refusait d'atteindre nos fins par n'importe quel moyen. Et donc, ça nous a beaucoup réfléchi sur la question de l'articulation fin-moyen. Et finalement, avec le recul, ce qu'on regarde, ce qui a été, à mon avis, dans les choses le plus radicales qui a été proposé dans l'expérience de Saillant, c'est effectivement la transformation du rapport à la temporalité, et notamment au futur. C'est-à-dire sortir d'un espèce de présentisme de fantasme du maîtrise du temps, qui fait qu'il n'y a qu'un seul futur qu'on imagine, qu'on planifie, et après tout doit être dirigé vers là. Ça, on est dans une fermeture des possibles, en fait, autour de la question du futur. Ça s'appelle planification, et ça s'appelle projet, notamment projet de territoire dans ce qui est la fabrique de l'action publique. Et donc, je pense après coup que notre tentative autour de ces groupes action-projet, c'était de sortir de cette logique de projet, sortir de cette analyse d'une vision anticipatrice, séquencée, orientée vers une finalité de l'action publique, souvent sous couvert de rationalité, on va dire, liée au fait qu'on considère que l'action publique, c'est seulement des calculs d'intérêt de personnes, et éventuellement de délibération, d'arriver à réduire le pluralisme pour que tout le monde soit d'accord. Voilà. Je pense qu'on est sorti de ça en essayant autre chose, notamment dans ces groupes action-projet. Je vous donne juste un exemple avant de parler de ces groupes action-projet de pourquoi ça dysfonctionne. Ça a été le cas, nous, dans le plan local d'urbanisme. Là, on n'a pas pu lutter. On n'a pas pu mettre en place. On était obligé de se plier à cette logique de projet, de planification qui nous a imposée. Et je vais vous dire pourquoi ça pose un énorme problème quand on veut faire ça de façon participative. La première, c'est qu'en fait, cette logique de projet, comme elle est, c'est lié à la fois à la question de la temporalité, mais aussi au cadrage de l'urbanisme, qui est quelque chose, on considère que ça va être un travail avant tout d'experts, etc. Et les deux problèmes qu'on a rencontrés, c'est que l'action, elle est pensée de façon très séquencée. D'abord, vous devez poser les objectifs, les orientations, où vous voulez aller. Deux, du coup, vous devez dire, et donc pour ça, vous devez anticiper votre futur. Votre futur. Vous devez faire le choix d'un futur, et en fonction de ça, du coup, vous aurez les objectifs de où vous voulez aller, et en fonction de ces objectifs, vous allez décliner ça en règles concrètes pour atteindre votre objectif. En fait, ça dysfonctionne totalement, parce qu'en gros, tout le monde était d'accord sur le futur. On veut un village plus sympa, alors à taille humaine, c'est ce que disent tous les villages de France, avec un meilleur cadre de vie, où tout le monde s'entend bien, etc., etc., etc. Tout le monde était d'accord. En fait, où est-ce que arrive le désaccord et les points de vue? C'est quand on se met à travailler concrètement sur les règles. Bon, bah alors, du coup, où est-ce qu'on ferme les espaces à l'urbanisation? Aïe! Comment on fait? Est-ce qu'on agrandit ou pas la zone économique et artisanale? Aïe! Où est-ce qu'on veut l'économie? Dans le village ou à l'extérieur? Est-ce qu'on a un village décroissantiste? Enfin, voilà. Donc en fait, c'est au moment où on établit les règles seulement qu'on doit revenir vers les orientations.
quand on fait ça avec la participation. Il y a des bon. Et donc en fait, c'est juste pour vous montrer que ça ne fonctionne pas. En fait, en gros, c'est relativement antidémocratique et aussi finalement presque anti-écologique de fonctionner comme ça sur un plan local d'urbanisme. Donc finalement, à notre échelle très modeste, qu'est-ce qui s'est passé dans ces groupes action-projet où où en fait on laisse de la place à l'action d'émerger et l'action elle commence. Les gens, ils ont une vague idée, ils ont une motivation initiale, mais ils savent pas exactement où ils vont aller. Sur la question du compost, comme je disais tout à l'heure, la matière organique, ils partent d'un problème concret. C'est quand même idiot de mettre nos épluchures dans la poubelle. Mais ils savent pas exactement où ils vont aller. Et c'est en commençant à faire, en se posant des problèmes, en essayant de les résoudre, qu'on se rend compte des marges de manœuvre qu'on a, les marges de manœuvre qu'on n'a pas. Par exemple, dans le cadre du compostage collectif, on savait pas faire un compost, donc on va se renseigner comment on fait, etc. Ah, il faut plusieurs bacs, il faut de la matière sèche. Ah, de la matière sèche, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser dans le village? Alors, les gens utilisent la paille, mais c'est bête, on n'a pas de paille. Ah, par contre, on a plein de déchets verts. Est-ce qu'on pourrait pas réutiliser les déchets verts? Et bam, on met la main dans la question de la politique des déchets verts dans le village, etc., etc. Et finalement, on part d'un problème très pratique et on arrive à la fin à une politique communale puis intercommunale de gestion des déchets qui va considérer la matière organique non plus comme un déchet, mais comme une ressource. Et donc, si vous voulez, le sens, il n'était pas posé au départ. On n'était pas là, on va faire une politique pour créer un commun autour de la matière organique. C'est en commençant par l'action, mais pas parce que l'action se fait toute seule, parce que l'action est toujours accompagnée d'une mise en mots, d'une mise en discours, d'un questionnement du sens, d'une réflexion critique, en fait, qu'elle produit du sens et qu'elle produit petit à petit l'horizon vers lequel on veut aller, qu'on pourrait qualifier dans ce cas-là d'un horizon plutôt de transition écologique, sociale et solidaire, puisqu'on a des formes d'échange entre différents usages sur la commune. Voilà un exemple concret. Et l'autre chose, pourquoi les gens ont continué à dire assez longtemps, mais vous n'avez pas de stratégie, mais vous n'avez pas de politique, c'est parce que, en fait, toutes ces actions qui étaient ponctuelles, quand on les regarde du petit bout de la lorgnette, on se dit, ça va nulle part. Mais en fait, quand on fait la conjonction de l'ensemble de ces actions, et sur Saillant, de ces groupes comme ça sur le compost, on en a eu une quarantaine sur la mandature. À plein d'endroits, sur plein de sujets. Quand on regarde globalement la carte qu'elle dessine, on commence à voir le sens. Et donc, il y a tout un travail de mise en récit de ce sens. Et ce qui est rigolo, pour y finir là-dessus, c'est que la représentation vers la fin de la mandature, quand on a voulu faire un peu un bilan des actions qu'on avait faites, très classiquement, qu'est-ce qu'elles font, les mandatures? Elles prennent une frise chronologique et elles mettent les actions pour montrer qu'il y a une progression, qu'on a avancé vers quelque part. En fait, et c'était pas réfléchi à l'époque, mais nous, la façon dont on l'a fait, c'était une spirale. C'était une spirale qui montrait, et donc c'est pour ça que moi, ça m'a fait réfléchir a posteriori sur la question de notre rapport à la temporalité dans une telle expérience. Ah, merci. On va refaire un petit peu comme tout à l'heure, parce que le propos était particulièrement riche sur cette question du temps, parce que c'est vraiment, il y a plein d'axes différents dans ce mot-là. Si vous voulez poser des petites questions de clarification rapidement avant qu'on passe au dernier thème, parce qu'en plus moi j'ai ma transition toute faite là pour aller sur la politique, donc je m'oblige à ralentir parce que on vient de se poser cette question-là, ça tombe bien. Voilà, n'hésitez pas à prendre la parole. Encore une fois, je vous vois pas toutes et tous, ou à la poser dans le chat. J'indique d'ailleurs que dans le chat, Nicolas a mis le lien vers le site internet qui permet de modéliser votre conseil municipal, celui du voisin ou de là où vous avez grandi, faites comme vous voulez. Voilà. Ça marche bien. Pas de questions de clarif? Michel, on vous écoute. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup. Je peux pas m'empêcher de réagir. Merci beaucoup, Sabine, parce que moi, je suis à Montréal. En ce moment, je travaille pour le Centre d'écologie urbaine. On met en place beaucoup de projets citoyens. Et cette logique de projet, elle pose problème pour beaucoup de choses. Sabine, tu viens d'en dire tous les problèmes. Donc, merci. Je tenais à te le dire. Est-ce que vous communiquez d'une manière ou d'une autre sur les résultats dont tu viens de parler là, notamment la spirale, par exemple, que je trouve très, très intéressante? Oui, en tapant en France, enfin, moi je suis chercheuse publique, donc on a toutes nos publications sur la plateforme HAL. Donc on OK. trouve un certain nombre de publications voilà, sur HAL, sachant que ce que je viens de dire là sur le rapport au temps, c'est quelque chose que je suis en train d'écrire et de formaliser dans une HDR. Il va falloir attendre un tout petit peu. Mais on OK. trouve déjà des premiers éléments sur la démocratie du faire, sur la question des groupes action projet, même si elle va peut-être pas aussi loin. Elle va pas encore sur ces publications ne vont pas sur la critique de la fabrique de l'action publique.
Bon, en tout cas, je vais ramener ça au centre d'écologie urbaine, la spirale, là, parce que on est comme mordu toujours des objectifs et tout ça, et moi, ça me pose un souci où je trouve Oui. effectivement que, Mais cela dit, si on regarde quand même dans les géographes, enfin, géographie critique en matière urbaine, on trouve beaucoup ce rapport au temps. Enfin, on trouve quand même beaucoup d'auteurs qui ont écrit sur le rapport au temps. hum. Ok, merci beaucoup. Merci. Une autre intervention pour une clarification, éventuellement? Non? Bah, formidable, on peut passer à ma partie préférée. Non, je plaisante. Euh, Quand j'ai lu les articles pour préparer la visio, m'est apparu quelque chose et j'ai pas su, enfin, j'ai un peu assumé le fait que c'est parce que c'était ma petite parenthèse personnelle, qui était la question du rapport individu et collectif. Et puis j'ai tourné autour d'un troisième thème comme ça, je savais pas trop comment le nommer. Et c'est en discutant avec vous trois que m'est venu de manière en fait extrêmement simple, parce que c'est un mot qu'on oublie en fait quand on est praticien de la démocratie participative, alors même que qui dit démocratie dit politique. C'est ce mot de politique au sens de l'articulation individu-collectif, au sens de débat des idées, au sens de la place du politique par rapport aux techniques. Et en fait, il m'est apparu que c'était un axe assez intéressant sur lequel vous faire, alors non pas échanger, mais déjà contribuer là ce soir, pour ensuite ouvrir sur l'échange sur la fin de la soirée. Nicolas, je dirais pas que ton intervention va être rapide, mais c'est vrai que dans tes premiers propos, on voit assez bien un certain axe. Est-ce que tu peux nous rappeler comment est-ce que toi, tu considères travailler cette question du politique dans la question de la démocratie à échelle communale, ou en tout cas dans la question de l'amélioration de la qualité démocratique? Bah, je viendrai bien dans le prolongement du témoignage partagé par Sabine sur les travers de la planification et le constat que c'est au moment où on commence à établir des règles, au moment où on passe à la mise en œuvre, que les désaccords apparaissent. Et donc c'est ça qu'il faut réussir à travailler. Or, pour l'instant, on n'y arrive pas. Et en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on interprète l'échec, enfin, le mur que subissent les politiques de transition écologique face à la mise en œuvre, qui fait que globalement tout le monde est d'accord au moment de leur élaboration, adoption, et puis dès qu'on passe à la mise en œuvre, paf, ça saute. C'est ce qui s'est passé avec l'écotaxe, où on a encore les portiques sur les autoroutes, c'est dire jusqu'où on a été sur la mise en œuvre. C'est ce qui s'est passé aussi avec les zones à faible émission. C'est d'une certaine manière ce qui est en train de se passer avec la trajectoire ZAN et la lutte contre l'artificialisation des sols. Et, euh, et en fait, voilà, ça montre que ce travers de la dépolitisation de l'action publique, c'est pas juste une discussion intellectuelle, ça produit des vrais effets sur l'action publique et ça génère une incapacité à agir. Le problème, c'est que une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire repolitiser l'action publique? Et là, on s'aperçoit que, en fait, il suffit pas de donner plus de place aux élus, dont ça serait censé être la fonction, parce que dans bien des cas, ils sont les premiers acteurs de cette dépolitisation. Nous, c'est pour ça qu'on avait un peu pareillé sur la séquence démocratique de la campagne, en disant, bah, en fait, une campagne électorale, c'est le temps propice au débat et à la confrontation de points de vue. Bah, peut-être que ça va permettre de repolitiser certains sujets d'action publique. C'est parfois le cas, notamment je trouve que sur les questions logement, crise du logement, on voit quand même ce mouvement apparaître dans des territoires assez variés, que ce soit les métropoles, les territoires touristiques ou autres. Mais le gros s'inscrit quand même plutôt dans une logique de dépolitisation avec des slogans hyper consensuels, des mesures qu'on va retrouver un peu dans tous les programmes avec des effets de mode. Hier, c'était les pistes cyclables, aujourd'hui, c'est les polices municipales, quoi. Et à chaque élection, un peu ces mesures phares qu'on retrouve partout. Donc, si ça ne peut pas marcher par là, comment on quels sont les autres leviers de politisation de l'action publique? C'est-à-dire, quels outils on peut déployer pour arriver à montrer que euh, la fabrique de l'action publique, c'est pas uniquement le choix d'une solution technique optimale,
mais c'est aussi des choix d'allocation d'une ressource qu'on a en commun. Et en fait, la conclusion à laquelle on en arrive après de multiples tâtonnements avec Manon et les différentes collectivités qu'on accompagne, c'est un tableau tout bête à 2 colonnes avec qui y perd, qui y gagne. Et en tout cas, c'est ce tableau-là qu'on essaye de diffuser auprès des élus comme des agents de l'action publique pour dire, bah, en fait, relisez soit les mesures que vous êtes en train de mettre en œuvre, soit celles que vous avez annoncées dans votre programme, à travers un peu cette matrice de qui va y gagner et qui va y perdre, comme un moyen de commencer à toucher du doigt les effets redistributif ou anti-redistributif. Alors, on l'a beaucoup testé sur les politiques de transition écologique, y compris les plus consensuelles, mais qui maintenant commencent à être clivantes parce qu'on a accéléré sur leur mise en œuvre. C'est exactement le cas des pistes cyclables. De voir, en fait, on a l'impression que euh, ce qui se passe dans la conjoncture actuelle, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui s'estiment être perdantes du déploiement des pistes cyclables. Et que si on veut éviter que les pistes cyclables ne subissent le même sort que l'écotaxe ou la ZFE, on a besoin de mieux comprendre pourquoi et comment on corrige le tir pour s'assurer que les gagnants sont majoritaires, et puis, et parce que c'est la condition pour être crédible, comment on assume de faire des perdants. En fait, c'est ça, repolitiser l'action publique. C'est comment on encourage ceux qui sont aux responsabilités, et encore une fois, c'est autant les techniciens que les élus, à assumer de faire des perdants. Merci. Marie-Christine, vous, votre approche, elle est évidemment par le prisme du conseil de développement, mais là aussi, vous aviez développé dans notre discussion un propos que moi je qualifierais de politique, au sens où vous avez attribué des objectifs, ou en tout cas un rôle à ce que pourrait être un conseil de développement que vous appelez Assemblée citoyenne contributive, vous l'avez dit plus tôt. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, en particulier dans ce qui l'a collé longtemps au modèle du CESE qui est peut-être à rediscuter? Oui, enfin, effectivement, il y a un modèle de référence pour un certain nombre de codev qui est celui de l'organisation des Césaires. Je pense qu'il y a aujourd'hui une réflexion sur la manière de constituer même les codev en prenant aussi un peu de distance par rapport à un mode très institutionnalisé par collège, etc. Moi, en tout cas, dans l'expérience que j'ai, je prône pour ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire une assemblée ouverte en permanence où les gens viennent à tout moment, où ils peuvent voilà, rester un moment ou longtemps, mais en tout cas, pas figer cette organisation et régler de manière là aussi agile cette question de la représentativité de ces assemblées par rapport à ce qu'est la société dans laquelle ils sont inscrits. Alors moi, par rapport aux éléments apportés tout à l'heure, j'entends la nécessité de la diversité, donc veiller à la diversité, mais par contre, bon, à l'échelle en tout cas d'une assemblée citoyenne qui est celle que je connais liée à une grande agglomération, on ne peut pas raisonner cette représentativité en ayant comme référence la décalque de la société métropolitaine, parce que ça, je crois que ça n'est pas possible. Voilà, cette diversité-là, elle peut être décrite de plein de manières, bon, selon l'âge, selon le statut social, selon le statut du logement, etc. Donc moi, je plaide plutôt pour un dispositif très ouvert, avec une caractéristique que je souligne, c'est que les membres de ces assemblées, en fait, travaillent sur des questions ou contribuent sur des questions euh,
vis-à-vis desquels ils n'ont pas d'intérêt particulier à défendre. Donc, je ne sais pas si j'utiliserais le terme d'intérêt général, mais il y a une forme de désintéressement, en tout cas, de cette implication des membres d'un CODEV dans le travail de ce conseil de développement. Ça me paraît important par rapport à d'autres modes d'implication dans des associations, dans des collectifs où éventuellement on peut aussi être en situation de défendre voilà, des intérêts plus personnels ou partagés. Là, il me semble qu'on est sur un autre registre et que c'est ça l'intérêt de ces assemblées. L'autre élément sur lequel je voulais revenir, c'est qu'il me semble que la fonction de ces assemblées, c'est aussi de repolitiser un certain nombre de questions. Alors la question des interdépendances entre territoires, mais aussi mettre dans le débat public un certain nombre de questions qui sont invisibilisées, oubliées. Je pense que la fonction de ces assemblées, c'est aussi le pas de côté la capacité d'interpeller l'action publique ou les politiques publiques et de ramener dans le débat un certain nombre de questions oubliées ou de gens invisibilisés ou peu visibles. Donc en ça, je pense qu'il y a une fonction très politique au sens de la cité et de la citoyenneté d'un conseil de développement. La fragilité de ces assemblées, en tout cas à ce jour, c'est que, elles sont assez dépendantes dans leur mode d'organisation et dans les moyens qui sont mis à leur disposition de la position de l'exécutif communautaire. Et je pense qu'effectivement, il y a là une fragilité, y compris qu'on a lu il n'y a pas très longtemps, puisqu'il y a eu un projet de loi où était envisagé de supprimer l'obligation de la mise en place de ces conseils dans les agglomérations urbaines. Donc, s'ils dérangent, c'est bien que ils viennent aussi interroger l'action publique. Donc c'est leur fragilité, mais d'une certaine manière, c'est aussi leur force. C'est justement d'être constitué de membres qui sont bon, bénévoles, qui n'ont pas d'intérêt à tirer de cette implication-là, et qui de ce fait ont une forme aussi de liberté dans ce qu'ils peuvent avancer. Et par rapport à la question du conflit, parce que la démocratie, c'est aussi l'acceptation du conflit. Moi, je le dirais un peu différemment, en tout cas dans le fonctionnement de ces assemblées. C'est ce que je disais tout à l'heure, la maïeutique de la confrontation entre des points de vue qui sont extrêmement différents et où, dans cette discussion bon, qui prend du temps, il y a progressivement voilà, l'élaboration d'un point de vue commun, d'un point de vue en tout cas partagé, pas forcément consensuel d'ailleurs, mais en tout cas partagé et qui permet, ce que je disais tout à l'heure, d'éclairer l'action publique ou qui ramène dans le débat un certain nombre de questions bon, peu visibles, voire invisibilisées. L'autre manière de fonctionner, en tout cas de ce codev-là, c'est d'expérimenter un certain nombre de manières de faire et de les proposer au fond à la collectivité, c'est-à-dire d'être un lieu où peuvent s'expérimenter de nouvelles manières de concevoir l'action publique et à charge ensuite de la collectivité de prendre ou de ne pas prendre. La fragilité de toute manière de ces assemblées, c'est comment l'exécutif et donc les élus en l'occurrence
tiennent compte, prennent en compte ce que proposent, ce qu'avancent, ce que formulent ces assemblées citoyennes. Donc, il y a un pouvoir d'interpellation des élus. La question qui est complexe et sur lequel il faudrait voilà, du temps aussi pour dire comment on peut s'y prendre, c'est comment faire que la collectivité, les élus, euh, répondent et prennent au sérieux ce que peut apporter ce travail d'une assemblée citoyenne comme un conseil de développement. Merci. Étant donné que le temps passe, je vais nous économiser ma petite transition et donner tout de suite la parole à Sabine sur cette question de la place du politique en matière de renforcement de la démocratie au niveau local. Alors, le micro. Oui, oui. Ah non, toujours pas le micro. Une seconde Non, alors. pardon, en fait, je suis chez moi et ça commence à s'activer à la cuisine, donc je faisais un Ah petit oui, message. j'imagine. Alors déjà, je trouve que ça vaut le coup quand même de redire, parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui de crise de la démocratie, de la défiance politique et les sondages, enfin les études du Cevipof régulièrement parlent de défiance politique, etc. Les sciences politiques quand même montrent bien qu'aujourd'hui, les citoyens ne sont pas du tout lassés de la démocratie, ils ne sont pas du tout lassés de la politique non plus, ils sont lassés de ce qu'on leur propose, de ce que les institutions leur proposent et leurs gouvernants et les partis, etc. Ça, par contre, ils n'ont plus confiance, ils n'y croient pas, etc. Mais au final, et donc les questions politiques et démocratiques se replient souvent sur des espaces de proximité. Mais on en discute finalement beaucoup avec ses voisins au travail, dans des espaces seulement, ils sont multiples et souvent du coup ils sont fractionnés et ça crée aussi des phénomènes de polarisation. Tout ça pour dire qu'à Saillant, espace de proximité, dans un village, la participation a été extrêmement élevée sur la mandature. Un habitant sur trois a participé au moins une fois. Alors évidemment, pas du tout tous avec des formes de très grande inégalité dans la participation, mais c'est pour dire qu'en fait, ils étaient présents et aujourd'hui, campagne municipale 2026, il y a 3 listes sur 1400 habitants. Il y a une envie, il y a une volonté, il y a du débat, etc. Après, la deuxième question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce que produit cette implication des citoyens en fait dans la vie publique? J'en ai un petit peu parlé. Elle permet une prise en charge d'enjeux locaux. Elle permet très concrètement à certaines personnes d'améliorer au quotidien leurs conditions de vie concrètes. Première chose. La deuxième chose, à partir du moment où on a une forme un peu autogérée, la deuxième chose, c'est qu'elle permet d'améliorer à la marge des politiques publiques. Ok, très bien. Mais enfin, la critique peut vouloir dire très bien, parfait. On est complètement dans quelque chose qui confirme l'ordre social dominant, qui confirme et qui permet de se maintenir un monde qu'on trouve profondément injuste et bientôt invivable au sens écologique. Donc, est-ce que ça suffit? Enfin, est-ce que ça suffit et comment on fait, etc. Ça revient à la question de la transition dont on parlait au tout début. Et donc là, moi, j'ai une forme d'hypothèse et de réponse qui n'en est probablement que très partielle, mais se dire que, enfin, je suis pas la seule du tout à la présenter. On voit autour des initiatives actuellement qui émergent un certain nombre de personnes qui vont parler de politique du quotidien ou comment on peut commencer par repolitiser nos vies à partir des individus et des collectifs de la base. Finalement, ça amène à l'hypothèse que la transformation qui est en train d'advenir, enfin avec l'expérience de Saillant typiquement, la transformation profonde qu'on a fait advenir, c'est pas celle de transformer les politiques publiques, c'est pas celle de transformer les grandes structures inégales de la société, mais c'est quelque chose qui serait plutôt de nature culturelle, de nature de transformation de notre citoyenneté, de voir et donc d'exprimer une forme de démocratie plutôt comme mode de vie et pas comme régime politique. C'est déjà une attitude, une aptitude à faire dans le rapport aux autres, dans le rapport à notre environnement, dans le rapport au temps, j'en ai parlé, etc. La sortie de ces logiques de croire, parce que je pense que personne ne croit, à part certains économistes et politiques qui les utilisent, que les actions humaines, c'est des calculs d'intérêt. Il y a évidemment bien d'autres registres et on a bien d'autres formes d'intelligence qui font appel à l'esthétique, à l'imaginaire, à l'entendement, voilà. Et il y a plein d'actes gratuits, plein d'actes qui sont du ressort de l'amour et qui sont pas du tout du l'ordre du calcul économique ou d'intérêt. Donc si on sort de ça déjà, et je pense que ces expériences-là, elles permettent de prendre conscience, mais collectif, c'est peut-être pas une prise de conscience, mais d'expérimenter concrètement en fait et collectivement qu'en fait il est possible. On n'est pas obligé de se plier à ce monde unique qu'on est en train de nous faire croire vers lequel on va. On peut en imaginer encore d'autres. Et on peut
affirmer et réaffirmer, et c'est le début de l'attitude critique, qu'il y a un autre monde qui est désirable, avec moins d'inégalités dans le monde, avec un milieu qui est davantage vivable pour un plus grand nombre de personnes, etc. Donc finalement, c'est déjà cette attitude et finalement ensuite cette aptitude critique que ce type d'expérience développe. Et moi, c'est un peu à ça que je crois. Alors après, il faudrait pas tomber dans la dérive on va dire, du développement personnel en disant que c'est une question de transformation des individus. Non, ce que je dis là, cette aptitude et cette attitude critique, elles sont éminemment collectives. C'est éminemment par la confrontation à d'autres points de vue, par la confrontation au milieu, aux réalités concrètes avec d'autres, qu'on peut développer cette aptitude et cette attitude. Donc, donc voilà, donc en gros, moi, la question que je vais répondre sur la question de la politisation, à condition qu'on considère ces questions de politisation en lien avec la portée transformative de ce qu'on est en train de faire, parce que finalement, moi, c'est ça qui m'intéresse, et ben voilà, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faut à nouveau laisser place à l'utopie au sens de se décoller d'une unique alternative qu'on nous fait croire d'un seul monde dans lequel on nous fait croire qu'on n'a pas le choix d'aller, pour faire de la place finalement aux imaginaires et à d'autres mondes possibles. Mais c'est des utopies qu'on va qualifier de réelles parce qu'elles font avec ce qui est déjà là et maintenant. Et donc, du coup, c'est des utopies bricolées. Donc forcément, on est dans quelque chose de modeste, voilà, qui démarre. On ne sait pas trop exactement ce que ça fera, etc. Mais on a déjà les moyens de le faire. Et surtout, quand on parle de modestie, c'est peut-être de la modestie dans les actes, mais certainement pas dans la pensée. Et certainement pas dans la radicalité de la pensée. Et je pense que ce qu'il ne faut pas perdre, c'est à minima la radicalité de la pensée. Et faire après avec ce qu'on peut, comme on peut, déjà dans les actes. Et peut-être je peux finir quand même, parce que je trouve que c'est particulièrement d'actualité, c'est pas du tout moi, hein, c'est d'autres auteurs qui l'ont remis à jour récemment, mais la citation, enfin, la citation de Camus lorsqu'il avait reçu le prix, je sais plus son intervention, bon, bref, je sais plus exactement, mais qui avait dit, il avait commencé son interlocution en disant que chaque génération se croyait vouée à refaire le monde, et il disait la mienne sait qu'elle ne le fera pas, mais sa tâche est encore plus grande, déjà empêcher qu'il ne se défasse. Et il me semble qu'aujourd'hui, et il le voyait pas comme c'est pas une position pessimiste en fait. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Merci, bah écoutez, cette visio est terminée. Merci Sabine. Non, je plaisante. Comment rebondir après les mots de Camus et l'invitation que vous nous faites tous les trois de réinventer un peu en utilisant ce qui est présent. Finalement, c'est ce que je retiens de vos trois interventions. Je vais du coup donner la parole aux personnes qui sont présentes, si vous voulez soit prolonger, questionner, débattre, commenter, critiquer, ou si vous voulez partager un témoignage, un retour d'expérience sur cette manière de considérer ou non la commune comme un échelon pour sauver la démocratie. Je vous laisse la parole. Vous pouvez lever la main en utilisant le bouton réaction, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Sachant qu'on s'était donné jusqu'à 30, on a un peu débordé, j'ai fait pousser le déroulé, moi, jusqu'à 40 avant qu'on se dise au revoir. Si c'est OK pour vous, je vois qu'on reste quand même suffisamment nombreux là pour avoir un échange de qualité. Voilà, un peu pour les jalons de temps. Vous pouvez aussi poser, évidemment, je vais vous donner la parole, Claude, les questions dans le chat. Claude, on vous écoute. Oui, juste un mot. Enfin, d'abord, merci à Nicolas, Marie-Christine et Sabine pour leur éclairage extrêmement pertinent et intéressant et leur questionnement aussi. Moi, je voulais juste témoigner très simplement du fait que je crois de plus en plus qu'effectivement, c'est très, très difficile de changer le monde par le haut. Et le fonctionnement politique par le national ou voire par le mondial. Et on voit aujourd'hui la complexité de transformer le monde avec l'environnement dans lequel on vit. Et en même temps, je perçois ces vibrations au niveau du local à l'occasion de ces municipales. Je dois dire que j'ai été, en tant que président de l'UNADEL, mais pas que, en tant que citoyen dans ma commune ou dans mon territoire, très, très souvent sollicité pour essayer de faire émerger en fait un peu plus de démocratie dans les communes, ne serait-ce qu'en faisant apparaître la possibilité qu'il y ait plusieurs listes
dans certaines communes, là où il n'y en avait plus qu'une depuis très longtemps, euh, où il y a même dans des communes importantes, hein, des communes chefs-lieux, des communes de 10 000 habitants, moins de 10 000 habitants, mais dans lesquelles il y avait même pas il y avait plus de débat politique, hein, il y avait, bon. Et là, je dois dire, dans mon environnement proche, j'ai accompagné au moins 6 ou 7 communes là, qui de fait, ont d'abord essayé de construire un peu de diversité dans l'approche des choses et un peu enfin, avec des gens qui ont cherché à s'approprier en fait les enjeux du fonctionnement démocratique local et donc bon, alors je sais pas ce que ça va donner au niveau en termes de résultats, mais enfin, je l'entendais encore hier dans la rencontre avec toute une équipe. Les gens me disaient, mais finalement, on ne sait pas si on va gagner. Mais même si on gagne pas, alors déjà le fait qu'il y a quand même un peu de proportionnel maintenant qui permet en fait d'avoir des élus dans tous les cas, mais même si on gagne pas, on aura vécu des choses ensemble qui nous auront appris à partager nos points de vue, à faire se rapprocher nos points de vue, et donc ça quelque part on a fait germer des choses, on a donné envie. Hein, et on a envie de continuer à pouvoir faire des choses, même si on n'est pas élu, même si on n'est pas majoritaire la prochaine fois, enfin le dimanche prochain. On a envie de pouvoir participer à la gouvernance locale d'une manière ou d'une autre en tant que citoyen. Bon, je trouve que ça, c'est quand même des signes extrêmement positifs, quoi. Je vois que Fabrice a demandé la parole. Je pense qu'il a plein de choses aussi à dire à ce niveau. Bon, bah, je vous laisse sans transition alors, Fabrice. Je vais quand même mettre le micro. Bah, merci pour tous les apports, là, c'était vachement intéressant. Je rejoins Claude, moi j'ai un gros message d'optimisme à Hmm. envoyer. Je trouve qu'il y a, par rapport aux élections précédentes, bon, moi je remonte en termes d'élections à 2001 en termes d'expérience, hein, Hmm. direct. Je trouve que là, ce qui se passe là, je suis assez surpris quand même. Je suis assez surpris de l'engagement et de l'aspiration à essayer de trouver autre chose. Moi, je vois dans mon territoire très directement des listes qui se sont montées dans des communes où on ne s'attendait pas à ce que ça bouge en fait. Et j'en connais une particulièrement à côté de chez moi, à une quinzaine de kilomètres. C'est une lignée d'élus qui remonte à la Révolution française. Donc Châtelain, etc. Et des habitants qui en saturent, là, qui sont en forme de saturation de ce qu'ils ont vécu. Donc j'en suis un peu surpris et agréablement surpris, donc tant mieux. Euh, mais pour dézoomer un petit peu, moi si je reprends, j'ai été très touché par ce qu'a dit Sabine là sur la dimension du récit et derrière les formes d'utopie, les nouveaux imaginaires. En fait, je pense qu'il faut déconstruire les signes de la modernité et dans la façon dont elle s'est traduite dans la structuration institutionnelle. C'est pour ça que je suis très, très embêté avec un discours qui porte sur une démocratisation, entre guillemets, des intercos, des agglos, des grands ensembles, qui sont en fait le résultat de la structuration d'un État qui a voulu apporter beaucoup de techno et d'administration là où on avait besoin de politique, en fait. Et je pense que les citoyennes et les citoyens se rendent compte qu'il y a un problème politique de fond où ils sont éloignés de la décision. Et moi, je fais le parallèle maintenant avec ce que nous, on vit à la campagne, hein, avec les résultats complètement dingues du remembrement agricole, hein, sur 50 ans. Et en fait, je fais volontairement le parallèle avec ce que j'appelle le remembrement démocratique. C'est-à-dire on a les mêmes parallèles. Et dans les territoires ruraux, on s'éloigne et les gens sont éloignés de la décision. Et c'est pas parce qu'il y a des compétences, des transferts de compétences, qu'on ne peut pas remettre en cause la nature même de ces transferts de compétences et des conséquences que ça induit. C'est pour ça que derrière, on est face à un vrai questionnement politique de fond, central, par rapport à la situation dans laquelle on se situe aujourd'hui. Et je le termine par rapport au temps. La difficulté, euh, en tout cas moi, que je vis comme élu, et ce sur quoi je m'engage, c'est-à-dire on a nécessité, pour pouvoir refaire une transformation profonde, d'avoir du temps. Mais en fait, ce temps-là, on n'en a pas, quoi. Et c'est ça et c'est là où
pointe, moi, de la vraie difficulté maintenant. C'est-à-dire qu'il y a un tel bouleversement, à la fois climatique, sur les transitions, et aussi sur des modes de domination qui s'accélèrent, que, en dehors d'une forme de soulèvement citoyen, je ne vois pas comment on peut réussir à maîtriser à la fois les conséquences du temps qu'on n'a pas et des adversaires qui sont particulièrement musclés pour éviter que quelque chose ne change, quoi. Donc voilà. Mais je trouve on va y arriver. Je vois que Nicolas et Marie-Christine, vous avez levé la main. J'allais effectivement vous proposer de prendre les balles au bon. Nicolas, puis Marie-Christine. Vas-y, Marie-Christine, on va Ouais. alterner. Euh, Enfin, je peux souscrire pour partie au propos, mais souscrire simplement pour partie, parce que je ne crois pas que, bien sûr que à l'échelon local de sa commune, de son quartier, on peut, alors non pas changer le monde, mais contribuer à vivre mieux là où l'on est. Mais en même temps, enfin, l'interterritorialité ou les échelles qui ne sont pas que les échelles du quartier ou de la commune, c'est pas simplement des constructions administratives ou politiques, c'est aussi qu'on est des individus qui ont plusieurs formes d'attachement voilà, à des lieux différents et qu'on a dans nos modes de vie, dans nos pratiques quotidiennes, des manières de se déplacer ou de vivre où on n'est pas simplement au seul horizon du quartier ou de la commune. Donc, bien sûr qu'il y a aussi des enjeux démocratiques à se saisir de ces échelles-là. C'est pas simplement la question de l'intercommunalité institutionnelle. J'entends bien que peuvent être remis en question la question du transfert des compétences, etc. Enfin, moi, j'entends tout ça. Mais quand on regarde comment nous vivons les uns et les autres, on n'est pas simplement à l'horizon de la localité, qu'elle soit une commune ou qu'elle soit bon, un quartier, c'est-à-dire du lieu où on a sa résidence, son habitat, le lieu qu'on habite. On habite aussi d'autres échelles et on est concerné aussi par d'autres échelles et la question démocratique, elle se pose à ces échelles-là. C'était le sens du propos que je voulais tenir. Et qu'aujourd'hui, compte tenu de l'organisation imparfaite, qui peut être remise en question, qui peut être discutée, bon, de ce qu'on appelle l'intercommunalité ou l'interterritorialité, on puisse ne pas en être satisfait. Moi, je l'entends, qu'on puisse travailler à d'autres formes d'organisation aussi, mais elles existent et il me semble que c'est aussi de notre responsabilité de citoyens et de citoyennes, voilà, de s'en emparer, y compris pour la question du récit dont il était question tout à l'heure. C'est pareil, le récit, c'est pas simplement l'utopie à l'échelle du lieu où voilà, j'ai planté mes racines et où j'investis une partie de mon habité. C'est aussi construire un récit à ces autres échelles-là parce qu'elles nous concernent. Pareil, Nicolas? prolonge et rebondis à la remarque de Fabrice. Je trouve ça assez parlant, le parallèle entre remembrement agricole et remembrement démocratique. Sur le sujet remembrement agricole, je continue ma casquette conseil de lecture. Je vous conseille vivement la BD Champ de bataille d'Inès Leroux, qui est, voilà, qui donne à voir effectivement l'impact et l'ampleur de ces transformations. Ceci dit, en repensant justement à cette BD, je trouve que le parallèle a ses limites sur la question de la gestion des interdépendances. Donc c'est là où ça va dans le sens de ce que disait Marie-Christine, quoi, interdépendance assez classique, ancienne, qu'on connaît sur la question du logement, par exemple. On voit bien que bah, ce qui va se faire dans la commune d'à côté a des impacts très forts sur ce qui va se passer dans votre commune, et c'est le banlieusard montreuillois qui vous parle, quoi. On voit bien à quel point, ne serait-ce que sur comment l'usage des équipements scolaires est impacté par ce qui se passe dans Paris intramuros. Donc à un moment, on ne peut pas
ne pas travailler ensemble et organiser aussi une forme de négociation interterritoriale. Et l'autre exemple qui me vient, c'est la question de l'eau, dont on voit à quel point ça va devenir un sujet croissant, à la fois qui se politise vivement, mais dont on peine à accueillir la politisation dans notre fonctionnement institutionnel. Et là-dessus, c'est l'exemple des méga-bassines, quoi, de dire comment cette lutte contre les méga-bassines voilà, introduit une politisation de l'eau, mais on a du mal à voir le relais côté collectivité. Je serais curieux de voir, par exemple, si vous avez des bons articles là-dessus, je suis preneur, comment cette question a été traitée dans les différentes campagnes et municipales des territoires concernés. Mais on voit bien que la logique où chaque commune ferait ce qu'elle décide en la matière n'aurait pas de sens, parce que la méga-bassine de la commune d'à côté va avoir un impact sur les autres communes, de la même manière que voilà, refuser, accélérer l'artificialisation des sols pour construire une surface commerciale ou autre va accroître le risque d'inondation, pas uniquement dans la commune qu'accueille la zone commerciale, mais aussi dans tout le reste du bassin versant, quoi. Donc il y a bien une question, je ne sais pas si l'interco en est la réponse, mais on ne peut pas évacuer cette question. Et dernier mini-point, je rebondis sur l'interco, mais ce qu'on constate, c'est que la politisation de l'intercommunalité, elle est pas que la responsabilité des élus intercommunaux, mais aussi de la société civile et des citoyens. Et en fait, on considère qu'il n'y a pas d'élection intercommunale parce qu'on regarde les élections municipales comme 35 000 mini-élections présidentielles. Si on les voyait maintenant comme 1000 élections législatives, en voyant les communes comme une circonscription électorale qui permet d'élire des conseillers communautaires qui, à leur tour, vont désigner un gouvernement intercommunal, ça amène à voir les choses un peu différemment. Sabine? Et après, je pense qu'on ira vers la conclusion. Oui, oui, oui. Comme on dit, 3 intervenants. Moi, j'ai ciblé les apports sur certains éléments. Ça veut absolument pas dire que je considère l'échelle communale comme nécessairement la plus adéquate, ni que je ne travaille pas sur les jeux de multi-d'échelle, parce que je suis géographe. Et en l'occurrence, ma spécialité de thèse, c'est les politiques de l'eau. Donc, les questions de bassin versant, je connais très bien. Ce que je voulais juste dire sur cette question de ces instances de second degré. Et finalement, les intercommunalités, comme les commissions locales de l'eau, qui sont des mini-parlements de l'eau, sont des instances de second degré dans le sens où on envoie des représentants d'eux. En fait, elles sont par nature, et ça, il y a quand même pas mal de sciences politiques ou de sociologie de l'action publique qui l'ont montré, elles sont par nature dépolitisantes, en fait. Donc il y a vraiment un travail, et pour des raisons très simples, pour des raisons très simples et souvent stratégiques. La première, c'est que dans les intercommunalités, finalement, les élus des communes viennent au nom de leur commune. Ils viennent au nom d'un intérêt géographique restreint. Et donc, du coup, comment dans ces cas-là défendre un enjeu ou un intérêt, je ne dis pas n'importe quoi, des locataires ou des naturalistes ou des chasseurs. Non, en fait, ils viennent au nom de leur entité géographique. Donc, ça écrase un peu les débats d'intérêt. Première chose. Deuxième chose, c'est des instances qui sont faites pour trouver du consensus, pour être dans l'action. Et ce qui fait que très souvent, les élus communaux ne sont pas fiers ou ne disent pas ce qui se passe à l'intercommunalité. Et les arbitrages, les consensus, les petits jeux qui se passent, etc. C'est même pire, moi en campagne, je sais pas votre cas, mais dans les campagnes, effectivement, on parle pas de l'intercommunalité. À Saillant, une des manières, enfin moi dans la campagne municipale, une manière des élus, c'est de dire, c'est pas moi, c'est l'intercommunalité. C'est une manière de se dégager une partie des décisions qui sont prises avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord. Mais sauf que c'est au échelle de l'interco, on est d'accord, mais on est dans sa commune, finalement. Donc en fait, il y a un vrai, en ce sens, elles dysfonctionnent vraiment, vraiment cruellement. Par contre, je pense qu'il y a moyen de les améliorer et on pourrait dire au moins, enfin là, je reprends du côté des commissions locales de l'eau. Il y a quand même plusieurs choses qui peuvent être faites tout de suite pour les améliorer. La première chose, c'est leur demander de jouer un rôle, non pas de décision, mais d'animation du débat public, de montrer la contradiction et les problèmes. Donc finalement, d'avoir un rôle proactif par la presse locale ou n'importe quoi, de mettre sur la table l'ensemble des sujets. C'est pas les seuls à décider.
les intercos, c'est pas les élus d'interco qui décident de tout. Il y a plein d'autres endroits et plein d'autres choses, sur plein de sujets. L'eau, par exemple, elle se décide pas du tout que seulement au sein des commissions locales de l'eau. Mais par contre, la commission locale de l'eau peut forcer les uns et les autres à mettre les sujets sur la table. La seconde chose, c'est qu'il faut qu'elle renforce des contre-pouvoirs, notamment dans les questions de transition écologique. Et si elle dit renforcer des contre-pouvoirs, c'est aussi pour chercher des alliés, notamment dans la société civile. Parce que les choses, on a des systèmes qui sont quand même voilà, tout le monde, enfin, si on prend juste la question de l'eau, on sait très bien qu'on a en France une cogestion agricole avec un lobbying agricole très partiel d'une partie des agriculteurs qui cogère avec l'État. Bon, comment on fait quand on a une commission locale de l'eau qui en est en charge de défendre les intérêts du milieu? En fait, il faut aller chercher il faut aller chercher des alliés. Et ces alliés, on les trouve dans la société civile, on les trouve dans le secteur économique. Et donc, en fait, encore une fois, il ne faut pas ces instances-là de démocratie représentative parce qu'elles dysfonctionnent en partie, mais pas seulement pour ça, elles ne doivent absolument pas être les seules instances de décision que l'on considère. Et elles peuvent même jouer un rôle pour renforcer la démocratie en montrant la manière dont les centres de décision sont multiples. Merci beaucoup. Moi, j'ai noté en nous écoutant plein de mots-clés, comme je fais souvent, mais je vais pas partager, je pense qu'on a tous les mêmes. Je vais du coup, de manière très courageuse, Sylvie, te donner le mot de la fin. Parce qu'il est 19h43, je m'étais engagée pour 40, on dépasse le dépassement. Donc, ça fait Oui, beaucoup. je crois que voilà, il y aurait plein de personnes qui voudraient encore intervenir et promis, on refera un débat. On voit bien que la question, en tout cas, moi, ce que je retiens, c'est le côté inter. Enfin, le côté interdépendance, je crois que c'est Nicolas qui en a parlé. L'interterritorialité, je crois que c'est Marie-Christine qui en a parlé. Et presque, je rajouterais l'interdémocratie, puisqu'en fait, on a parlé de plein de formes démocratiques. Et je pense que quand même, dans le monde dans lequel on est, avoir conscience de ces nécessaires, en tout cas, ça pointe un petit doigt sur lequel j'aimerais bien continuer à travailler avec vous. Merci.